D'abord, l'actualité de l'emploi avec Sophie Pignal. On va s'intéresser à ces nombreuses universités qui ouvrent leurs portes aux créateurs d'entreprises et se proposent de les accompagner pour concrétiser leurs projets. Les plus jeunes, bien sûr. Démonstration. Et parmi les projets développés ici, le Jet Bike. Un tricycle à assistance électrique équipé d'un toit. Il existe en deux versions. L'une permet le transport de personnes, l'autre le transport de colis. Ça, c'est notre deuxième prototype. Et là, c'est notre modèle qu'on a travaillé en modèle utilitaire, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait des demandes plutôt du côté des artisans, des petites livraisons, en tout cas du monde professionnel, qui a besoin d'un véhicule rapide pour faire des arrêts fréquents avec du matériel, du petit matériel. On n'a pas besoin d'avoir une grosse caisse, mais on a besoin d'un véhicule compact et qui peut aller partout. L'incubateur m'a permis d'avoir les bons conseils, de m'envoyer vers les bons interlocuteurs pour monter tout le programme de R&D, commencer à avoir des financements et commencer à se faire connaître. Et c'est dans ce laboratoire que les étudiants ont pu rencontrer la chef d'entreprise et travailler avec elle sur sa communication. Ici, en fait, on est dans les locaux de l'incubateur de l'Université Paris 13. Donc, c'est le lieu de vie des porteurs de projets que nous accompagnons. Donc, l'incubateur existe depuis fin 2012 et nous accompagnons aussi bien des enseignants-chercheurs, des étudiants ou des jeunes diplômés du campus ou des personnes qui sont complètement extérieures au campus et qui ont des projets en lien avec les compétences que nous avons sur l'Université Paris 13. Sur ce projet, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Tous les ans, l'architecture est un petit peu modifiée sur l'aspect commercial. Nous les coachons en les accompagnant en fait, sur leur étude de marché, leur business plan. Nous leur permettons d'avoir accès à des ateliers et à des formations. Et nous leur permettons également d'être mis en relation avec des experts pour de la levée de fonds, pour du marketing, pour des recrutements, pour des campagnes de crowdfunding. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'amener au 7 rue de Chaumont, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de souci, je vous en prie. Les étudiants nous ont aidés notamment dans la réalisation d'une vidéo pour une campagne de crowdfunding qu'on souhaite lancer, pour le logo, la communication, le site web également. Donc depuis que l'incubateur est né, nous accompagnons chaque année entre 15 et 20 startups. Et depuis le démarrage, donc, toutes les entreprises que nous avons accompagnées sont toujours en activité. Je suis vraiment très fière que le projet ait vu le jour et que ce soit du concret et du réel. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Vous avez un projet innovant. L'Université Paris 13 vous offre les moyens de le peaufiner, de l'affiner en vous intégrant dans son incubateur situé sur le campus de Villetaneuse. Vous avez jusqu'au 13 novembre pour déposer votre dossier de candidature à l'adresse suivante. Merci beaucoup. Bonjour Émilie, on commence Bonjour, par William. quoi? Du foot ou pas? Non, Pas de foot. on commence par du rugby. Oui, ça change, c'est bien. Ah bah, ça va peut-être pas plaire à certains, mais oui, on commence par du rugby parce que c'était le début de la Coupe d'Europe ce week-end. Vous savez, c'est une des compétitions les plus relevées dans le rugby. Il y a 7 clubs français qui sont engagés dans cette compétition. Ça avait mal commencé samedi, 4 matchs, 4 défaites françaises. Et hier, ils se sont rattrapés. Ils ont rattrapé cette série noire, notamment avec une belle victoire de Clermont en Angleterre à Exeter. Alors, le match a commencé tristement avec une minute de silence en hommage à Anthony Foley, la légende du rugby irlandais qui est décédé subitement un peu plus tôt dans l'après-midi. Il faisait partie du staff de l'équipe du Munster. Le Racing 92 devait jouer contre cette équipe du Munster. Mais bien évidemment, le match a été reporté à une date ultérieure. On revient donc à ce match entre Clermont et Exeter. Clermont impérial, regardez ce bel enchaînement collectif, passe volleyée, passe en aveugle, essai en bout de ligne de Noah Nakaitasi. Et c'est pas le seul international français qui a brillé sur le terrain anglais. Wesley Fofana y est allé de son doublé. En fait, Clermont n'a eu besoin que de 43 minutes pour obtenir le bonus offensif, c'est-à-dire inscrire 4 essais. Donc les Clermontois ont été exceptionnels face à Exeter, qui était quand même quart de finaliste l'an passé dans cette Coupe d'Europe. Et Clermont a donné une petite leçon donc à Exeter, victoire
à 8. Et Clermont affrontera la semaine prochaine l'UBB en bleu. Vainqueur aussi, l'Union Bordeaux-Bègles qui avait mal commencé son match à domicile. Regardez, premier essai inscrit par les joueurs de l'Ulster en rouge. La réaction bordelaise arrive à quelques minutes de la fin du match avec 3 essais inscrits en 6 minutes. D'abord celui-ci de Sébastien Taofi-Fenoua, mais surtout celui-ci, regardez la relance de Taleboula. C'est l'ailier fidjien qui remonte quasiment tout le terrain sur 80 mètres. Petit coup de pied à suivre. Le raffut de la main droite, la passe de la main gauche. Son coéquipier Baptiste Serin termine le travail. Et voilà, Bordeaux renverse le cours du match. Victoire 28-13. Et Bordeaux qui a terminé son match par une petite balade de santé. À l'image de ce 3e essai de Blair Connor. Voilà, tous les essais de Bordeaux inscrits en 6 minutes. 6 minutes. Ah oui, et donc, belle victoire française. Bon, quoi d'autre? On avait quand même du foot, donc, avec un match de Ligue 1 hier entre l'OM et Metz. On attendait un peu plus de spectacle du côté du stade Vélodrome. Ça n'a pas vraiment été le cas. Regardez ce qui s'est passé. Donc, petite victoire pour Marseille, mais victoire quand même. Après à peine un quart d'heure de jeu, et ça commence à devenir une habitude. Le but de Bafétimbi Gomis, c'est son 6e depuis le début de la saison. Une autre habitude, c'est Marseille qui encaisse généralement un but dans les 5 dernières minutes. Et cette fois, Marseille a tenu bon. Voilà, on est à une semaine du Classico face au Paris Saint-Germain. On verra si Marseille continue sur cette lancée. Et lui, c'est le héros tricolore du week-end. C'est Sébastien Ogier qui a été titré champion du monde des rallyes pour la 4e année consécutive. On ne le voit plus derrière les selfies. Là, on va le voir là, dans pas longtemps. Ça se passe. Il a fêté sa victoire en très bonne compagnie, évidemment. Ça se passait à Salou, en Catalogne. Il suffisait d'un droit. Bah, il a le droit d'être heureux quand même, il est champion du monde. Je croyais qu'il était dentiste. Et cette dame aussi a le droit d'être contente. Il remporte le rallye de Catalogne, donc, et c'est sa 5e victoire cette année. Pour un autre homme, ça s'est un peu moins bien passé, c'est Martin Prokop qui a terminé sur 3 roues. Ah, on peut dire qu'il n'a pas fait d'étincelle sur ce rallye. Ah mais ça roule quand même, hein. Ça roule quand même, hein, même sur 3 roues. Et d'autres héros tricolores, les athlètes de l'équipe de France paralympique étaient en week-end à Disneyland Paris pour des retrouvailles après les Jeux paralympiques à Rio. C'était également l'anniversaire de cet homme, Michael Jérémiaz, porte-drapeau de la délégation tricolore. Il fêtait ses 35 ans. Voilà. Et je rappelle que la France a terminé 15e au classement avec 28 médailles, dont 9 en or. C'est sympa, ils sont venus avec tous leurs enfants. On termine là par du VTT, si ça vous dit, avec des images impressionnantes du côté des États-Unis. Regardez pourquoi il fait ça, lui? Voilà, c'est le Red Bull Rampage, où le but est de faire des figures en VTT sur un parcours plutôt accidenté. Ah bon? Et lui, c'est un Français, regardez. Oui, bien sûr. Il est l'auteur du tout premier double backflip de l'histoire de la compétition. Il a terminé 2e pour la 2e année consécutive. C'est magnifique cet endroit. Oh là là beau, là hein. là là. Donc les 12 meilleurs riders du monde étaient présents. Mais comment ils font ça? Bon, bien joué, merci beaucoup. Ce matin, nous souhaitions rendre hommage à notre manière et modestement à Pierre Etex qui nous a quittés vendredi dernier. Vous connaissez ce cinéaste, comédien également. Henri-Jean Serval avait rencontré il y a 1 an à peu près, à l'occasion de la parution d'un très beau livre qui avait été écrit par sa femme et son fils et qui retraçait sa carrière. Je vous propose de les retrouver tous les 3. Ce n'est qu'une partie du travail de Pierre. Et ce qui était intéressant, c'était de faire découvrir au-delà du cinématographe. C'est aussi l'œuvre picturale, les textes, les essais, les pièces de théâtre, les spectacles, les affiches. Pierre nous a livré quelques dessins, quelques photos, quelques textes que nous avons rassemblés dans ce livre, tout simplement. Je pense que je n'aurais jamais fait de cinéma si je n'avais fait du music-hall et du cirque antérieurement. Surtout du music-hall, où j'avais créé un personnage qui s'est fait malgré moi au cours du temps. Car j'ai eu la chance incroyable, et qui aujourd'hui est rarissime, de travailler face à un public. Et les réactions du public étaient un enseignement pour moi. Voyez-vous, il est devenu... Quand j'entendais les rires, alors j'étais le plus heureux des hommes. Et c'est comme ça que je suis arrivé au cinéma. Il faut dire que j'avais eu un maître qui était Tati, bien sûr,
et qui m'avait appris en quelque sorte toutes les phases de fabrication d'un film. Et c'est comme ça que j'ai appris le métier de cinéaste. Mais en fait, j'ai pas du tout le sentiment de m'être accompli en tant que cinéaste, pas plus qu'en tant que clown, pas plus qu'en tant que dessinateur ou peintre. J'ai effleuré tout ça. Le chemin de Pierre est à part. C'est son chemin. C'est son chemin. Et c'est vrai, dans la production française de films dits comiques, il est à part. Pierre travaille un style qui est beaucoup plus anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle le slapstick. Il n'est pas dans l'art du verbe, de la comédie et de cette complexité, il est véritablement dans l'art du slapstick que les master clowns aux États-Unis ont porté haut et fort par Buster Keaton, Harold Lloyd, Harry Langdon, Charlie Chaplin et en France le premier, Max Linder. Je dois tout à ces géants du cinéma et je me sens vraiment le dessous de leurs chaussures. Et ça, personne ne peut le nier. Ce n'est pas un excès de modestie, mais c'est une humilité normale. Après ces maîtres-là, que peut-on faire? Sinon, emprunter la même voie, c'est tout. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a une très belle phrase, c'est celle de Chaplin, qui dit que l'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. Elle est très belle et elle est très actuelle. Je ne sais pas encore ce que je pourrais faire dans le futur. Et le futur est de plus en plus court pour moi, évidemment. Mais en même temps, je me réveille souvent avec l'idée de faire quelque chose d'autre. Je ne sais pas quoi exactement, mais en tout cas, j'ai toujours envie de faire des choses. Et si vous vous procurez ce livre, vous verrez que c'était un formidable dessinateur aussi. Allez. C'est Flaubert qui avait écrit ce livre, c'est son premier, c'est son chef-d'œuvre, c'est Madame Bovary. Ça a fait vraiment scandale et pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reprochait et qui lui reprochait quoi? Alors, la censure qui lui reprochait. Mais la censure officielle. La censure officielle, c'est du Second Empire. Et figurez-vous qu'il passe en justice en 1857. On va revenir un petit peu sur les débuts, mais en 1857, il passe en justice en même temps que Baudelaire qui vient de sortir Les Fleurs du Mal. Flaubert, lui, sera acquitté. Il a des soutiens littéraires, des soutiens politiques auprès de l'impératrice. Et puis Baudelaire, lui, sera condamné. Alors, pour des scènes un peu peut-être olé olé aux yeux de la censure, et puis surtout, c'est une succession de scènes de débauche que trouve la censure et qui est intolérable pour la censure du Second Empire. Incroyable quand on connaît l'œuvre de Gustave Flaubert, que voilà. C'est Napoléon III. Alors, on est sous Napoléon III à ce moment-là, oui, c'est cette censure. Alors, et elle existe encore. Ah oui, absolument. Il est né en 1821, il est né à Rouen, en Seine-Maritime. Je précise juste parce que c'est important, finalement, tout ce livre va se passer dans cette Normandie qu'il connaît bien et qu'il a étudiée. Parce que Gustave Flaubert aime regarder, aime travailler non seulement l'environnement, la documentation et ses textes. Il travaille chaque mot, il travaille chaque phrase. À chaque fois, il raye. Vous allez voir, on va voir dans les images d'archives. C'est incroyable, ces manuscrits, comment ils sont retravaillés en permanence. Et puis, dans sa maison de Croisset, il y a une petite pièce qu'il ferme et dans laquelle il se place. Et là, c'est ce qu'il appelle le gueuloir. Il prend son texte et vas-y. Mais il gueule son texte pour l'écouter, l'entendre, l'entendre résonner, revenir à ses oreilles pour voir s'il y a un équilibre comme il le souhaite pour les mots, les phrases et le chapitre en entier. Donc c'est assez étonnant, je vous propose... C'est un entomologiste, il est là, vraiment, il travaille avec des pincettes. Alors c'est un fils de médecin, donc je dis ça parce que son père, et puis vous allez voir comme c'est étrange, son père est médecin-chef à l'hôpital de Rouen, donc c'est dans sa maison natale qu'aujourd'hui vous pouvez visiter, puisque c'est le musée Flaubert et en même temps de la médecine. Et regardez, voilà une page manuscrite. Regardez comme il raye, re-raye. Tout en bas, c'est tout rayé, réécrit dans la marge. Et en permanence, il a beaucoup de... Il va mettre 5 ans à écrire Madame Bovary. Voilà une représentation, on va voir un extrait d'un film tout à l'heure. Mais cette Emma Bovary qui a épousé, enfin elle s'appelle Emma Rouault, elle a épousé Charles Bovary en secondes noces. Et Emma, elle rêve au prince charmant, elle se dit cet homme qui a déjà vécu, qui est un petit peu plus âgé que moi, va m'emmener dans
dans le tournoiement de la vie, à la fois la vie professionnelle, la vie publique. Et cet homme est officier de santé, Charles Bovary, et puis du coup elle va tomber, déçue par son mari, elle va tomber dans les bras de plusieurs amants, notamment ce Rodolphe. Alors c'est ça que la censure va reprocher, évidemment. Et là, vous allez voir comment Madame Bovary est interprétée par Isabelle Huppert dans ce film du maître absolu, Claude Chabrol, qui a écrit dans certaines interviews, mais je ne pouvais pas voir une autre actrice dans ce rôle d'Emma Bovary, ce rôle assez étonnant. Alors, ça va laisser des noms dans le vocabulaire commun, hein, parce que le bovarisme est peu usité, peu employé, mais ça existe comme mot pour décrire quelqu'un qui se réfugie dans le rêve et qui ne veut pas vivre la vie difficile de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne. Et il se serait inspiré, Gustave Flaubert, d'un fait divers qui s'est déroulé quelques années auparavant, 4 ans avant qu'il se mette à écrire, en 1851. Et là, c'est une jeune femme qui, elle aussi, se suicide parce qu'elle n'a pas trouvé avec son mari, qui était officier de santé. Vous voyez les rapports, les rapprochements. Officier de santé, c'est un médecin militaire. C'est un médecin militaire, absolument. Et figurez-vous que cet homme qui va mourir après son épouse de chagrin, à la fois dans le bouquin et dans la réalité, était un élève de son propre père, Achille Flaubert. Vous voyez, il y a des liens assez étonnants et surprenants, mais tout cela n'est pas né par hasard. Ça, il a été censuré, ce livre, mais il s'est bien vendu quand? Mais quelques années après? Tout de suite. Alors, on se pose la question, parce qu'il est d'abord paru sous forme de feuilleton dans la presse écrite, puis sous la forme de livre. Eh bien, c'est entre les deux. C'est-à-dire, à un moment où, à partir du moment où il est publié, il rentre, la censure se lève, et dès qu'il est en vente, ce livre, quelques mois après, c'est un véritable succès. Mais est-ce que la censure ne lui a pas fait de la pub? Oui, mais quand on dit censure, c'est qu'on a enlevé des paragraphes, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'on a traîné en justice son éditeur. Et Oui, mais le bouquin a été publié intégralement. Tel que, voilà, la censure, c'était de dire, attention, est-ce qu'on publie, justement, est-ce que vous aurez le droit de le publier? Et finalement, comme il est acquitté, le livre est publié tel quel. Et 2 fois plus de succès, du coup. Évidemment, du coup, ça lui a fait de la pub. Merci beaucoup. Merci, allez, William. la météo dans quelques instants avec Nathalie. L'actualité chez nos voisins européens, avec à Berlin, Amaury Guibert. Alors, l'Allemagne, où la publication d'un rapport réalisé par plusieurs historiens a provoqué un choc. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce rapport concerne les fonctionnaires du ministère de la Justice après-guerre. Et il révèle que d'anciens nazis ont complètement noyauté l'institution. Mais alors, dans quelle proportion? C'est la question que je pose à Amaury. Bonjour Amaury. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, les chiffres révélés par ce rapport Rosenburg du nom du château qui abritait le ministère de la Justice après-guerre, ces chiffres sont assez sidérants. Entre 1949 et 1973, plus de 50% des hauts fonctionnaires de ce ministère de la Justice étaient d'anciens nazis. On a même atteint un pic en 1973 avec 77% d'anciens nazis. Alors on se doutait que la dénazification n'avait pas été totale dans l'Allemagne de l'après-guerre, notamment parce que les Alliés n'avaient pas voulu aller jusqu'au bout, parce qu'ils voulaient d'abord reconstruire le plus vite possible une administration et un État allemand fort dans le contexte de la guerre froide. Mais c'est la première fois qu'on dispose de chiffres aussi précis qui montrent combien l'infiltration par les anciens nazis de la haute administration et de la justice était importante. Et cela explique pas mal de choses, notamment la clémence étonnante, on va dire, dont a fait preuve la justice allemande après-guerre dans la poursuite de certains crimes commis sous le Troisième Reich, comme on va le voir dans ce sujet que l'on a préparé avec Clara Dess et Michaela Wert. Est-ce que vous pourriez... Tout était là, dans les archives du ministère de la Justice allemand. Des historiens ont épluché les registres du personnel et découvert que l'institution abritait après-guerre d'anciens fonctionnaires nazis dans des proportions jusqu'ici insoupçonnées. Je crois que c'est un manquement grave de ne pas avoir recruté systématiquement des gens qui n'avaient pas été atteints par cette idéologie. Comment des personnes qui sont coupables peuvent être de bons représentants de la justice ? Après-guerre, une grande loi de dénazification a pourtant été adoptée sous l'égide des Alliés. Et en 1947 se tient à Nuremberg le procès des magistrats nazis. Mais dans le box, ils ne sont que 16. C'est peu, et la traque des anciens fonctionnaires du Troisième Reich n'ira guère au-delà. Au château de Rosenburg, siège du nouveau ministère, avoir servi la machine nazie ne pose pas forcément de problème. C'est l'un des enseignements de ce rapport commandé par le ministre de la Justice. Quand du personnel a été recruté, la priorité a été de chercher des juristes non politiques. Mais quelqu'un qui avait servi la justice pendant l'époque nazie était aussi considéré comme étant très fidèle à la loi.
Est-ce pour cela que la justice allemande a fait preuve de clémence pour les crimes commis pendant le Troisième Reich? L'exemple du procureur général Eduard Dreher est frappant. Ancien nazi, il a été à l'origine d'une loi sur la prescription en cas de complicité de meurtre. La conséquence, c'est que plus de 10 000 criminels nazis qui étaient considérés comme complices ne pouvaient plus être poursuivis devant un tribunal. Le ministère de la Justice a aidé des criminels de guerre et des auteurs de crimes contre l'humanité en faisant en sorte que les poursuites judiciaires n'aient pas lieu. Aujourd'hui, la justice allemande fait tout pour poursuivre les derniers criminels nazis encore vivants, avec ce service d'enquête spécialisé. Mais le temps perdu ne peut pas être rattrapé. Il faut savoir que des films ont été tournés sur ce thème, dont un qui est sorti il y a un an, qui s'appelle en français Le Labyrinthe du Silence, et que je vous invite d'ailleurs à vous procurer, à regarder, c'est tout à fait intéressant. Alors cela dit, c'est beaucoup de temps perdu, Amaury, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Parce que les derniers criminels nazis, est-ce qu'ils se sentent vraiment menacés par la justice? Et bien d'abord, ils sont plus tout jeunes, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, ils ont plus de 90, plus de 100 ans pour certains, ils sont très peu nombreux, mais la justice allemande veut aujourd'hui montrer qu'elle fait absolument tout, elle déploie des efforts considérables pour les traquer et les traduire devant des tribunaux. Depuis 2011, on a déjà eu 3 procès avec des condamnations, des procès qui ont été possibles grâce à l'examen de la liste du personnel SS au camp d'Auschwitz notamment, mais vous l'avez dit, ces gens sont très, très vieux, il n'y en a plus beaucoup, mais pour la justice allemande, c'est vraiment aujourd'hui une question de symbole et de principe. Quoi qu'il ait pu se passer après-guerre, elle veut montrer qu'aujourd'hui, elle fait tout pour les traquer et les traduire devant les tribunaux, même si au final, ça ne se traduit, ça n'aboutit qu'à quelques procès. C'est vraiment le symbole qui est important. Merci beaucoup, Amaury. Merci. Le Labyrinthe du Silence, vous vous souviendrez, j'espère, du titre. On le mettra sur le site de Télématin. J'aime pas ça pour le... Non, j'aime pas. Bonjour Frédéric, Bonjour. alors on commence par qui? C'est un lundi très politique dans les journaux. Nous sommes plus qu'à 200 jours de la présidentielle, vous savez, et je commence par cet article des Échos intitulé, regardez, le doute enfle sur la capacité de François Hollande à être candidat, parce que les proches du président s'interrogeraient de plus en plus à cet égard. Même Claude Barthelone, le président de l'Assemblée, déclare dans cet article qu'il se pose des questions, je cite, et sous couvert d'anonymat, un autre parle de suicide politique. Seulement 14% des Français, selon un sondage IFOP, souhaiteraient que François Hollande se représente. Alors évidemment, les adversaires politiques du président, parce que là c'était ses amis, ses adversaires s'en donnent à cœur joie. Vous allez voir Marine Le Pen dans Le Parisien aujourd'hui en France. Elle déclare qu'il y a un affaissement, je cite, de la fonction présidentielle, et pas seulement depuis François Hollande, dit-elle. Et à l'autre extrême, Olivier Besancenot estime pour sa part que la Ve République, regardez, ressemble, dit-il, à un canard sans tête. Alors pourquoi il dit ça? Il prend un exemple, celui de la loi El Khomri. Des dizaines de milliers de personnes manifestent contre cette loi, mais rien n'y fait. Elle est votée quand même par 49-3 et par des députés donc qui eux-mêmes pour certains n'en voulaient pas. Ceux qui ont voté pour le PS n'avaient clairement pas voté pour ça, déclare Olivier Besancenot. Certes, mais Libération lui répond, les électeurs ne votent pas non plus pour votre parti, Olivier Besancenot. Si on en croit les sondages, c'est plutôt le Front National et non pas l'extrême gauche qui porte la parole de protestation des Français. Alors c'est vrai, quoique, hier, c'est une journée où on a beaucoup parlé, regardez, de Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, il est dans quasiment tous les journaux. Il y a le Figaro, Libération, Le Parisien ou l'Humanité. Jean-Luc Mélenchon qui espère séduire les déçus du PS, nous dit le Figaro. Il bénéficie de bons sondages. Hier, dans un meeting dans le Nord, il a développé des thèmes comme la souffrance au travail, le refus du libéralisme et des traités internationaux de libre-échange, et aussi un peu d'écologie, ce qui est nouveau dans son cas. Je vous renvoie donc à tous ces articles pour le détail. Justement, je viens de vous parler des traités de libre-échange. Vous savez, le TAFTA avec les Américains, le CETA avec les Canadiens. Et il y a un titre qui, je dois le dire, m'a un peu stupéfait. Regardez sur le site internet des Échos, l'accord entre le Canada et l'Union européenne pris en otage par la Belgique. Alors en effet, le Parlement de Wallonie, en Belgique, refuse l'accord de libre-échange de l'Europe avec le Canada, accord qui... Ça pourrait faire capoter cet accord, hein, ce refus de la Wallonie. Alors, qu'on soit pour ou contre cet accord n'est pas le sujet. Ce qui m'a stupéfait, moi, c'est le titre « Otage de la Belgique ». Parce qu'on a un Parlement, c'est-à-dire l'émanation de citoyens, une institution démocratique, qui refuse tel ou tel accord, et le journal considère qu'il s'agit d'une prise d'otage. Alors est-ce qu'on a à ce point perdu le sens de la démocratie pour qu'un journal écrive des choses pareilles? Je vous rappelle que ce traité contre lequel le Parlement de Wallonie se prononce, il est soutenu par la Commission de Bruxelles, qui, elle, n'est pas une institution démocratique, puisqu'elle n'est pas élue directement par les citoyens. Alors l'Humanité, d'ailleurs, ce qui ne surprendra personne, a un avis opposé à celui du journal Les Échos, puisque le journal communiste félicite au contraire la Wallonie. Wallonie que les partisans de ce traité de libre-échange avec le Canada voudraient bien voir se raviser. Le président de Wallonie
déclare qu'il subit de très fortes pressions et qu'il s'est fait même traiter de soviétique. Sur le même thème, le site internet de Libération rappelle que la Commission de Bruxelles se montre presque systématiquement très libérale. Outre l'accord avec les Américains et avec les Canadiens, il y en a un troisième, l'accord TISA, dont personne ne parle, et ce n'est pas un hasard, parce que c'est un accord secret, encore un, accord où l'Union européenne se montre encore plus libérale que les Américains. Par exemple, Bruxelles veut interdire qu'on privilégie l'emploi local à l'intérieur d'un pays. Vous lirez tout ça sur le site internet de Libération. Enfin, je termine avec Le Parisien, qui lui aussi remet les pendules à l'heure en matière d'économie. À propos des 35 heures, le journal fait la liste de toutes les possibilités qui actuellement déjà permettent d'aller au-delà des 35 heures. En fait, il y a des exceptions. Le journal fait la liste. Certains candidats, rappelle Le Parisien, veulent pourtant les supprimer avec un temps de travail qui, selon les entreprises, pourrait aller jusqu'à 48 heures. Merci beaucoup. L'actualité. Bonjour Bruno Leroux. Bonjour Caroline Roux. Le 9 octobre 2015, lors de confidences à 2 journalistes du Monde, le président français a expliqué avoir décidé à 4 reprises des opérations homicides qui consistent à faire éliminer par les services secrets français des cibles désignées, en particulier des terroristes, dans la plus parfaite illégalité internationale. J'en ai décidé 4 au moins, dit le chef de l'État. Jamais un président ne l'avait assumé de la sorte. Est-ce que vous approuvez ces méthodes utilisées par l'État français ? Oui, bien entendu. Bien entendu que je les assume, bien entendu que nous avons des soldats aujourd'hui qui cherchent à empêcher que des Français soient tués en France, que des Français soient tués à l'étranger. Et les personnes qui sont des terroristes et qui sont reconnues comme telles et qu'il faut donc éliminer. Quand on dit que nous voulons éradiquer Daesh, c'est avec les moyens qui sont les moyens mis en place par notre démocratie, c'est-à-dire notre armée, nos forces spéciales, le droit international, mais aussi l'obligation d'assurer la sécurité et d'assurer la réussite de nos opérations. Donc oui, j'assume totalement les propos du président. Vous assumez les propos du président, mais sur la forme, est-ce le rôle d'un chef de l'État d'assumer ce que font au quotidien les services secrets français ? Est-ce qu'il est dans son rôle ou est-ce que c'est une faute, Bruno Leroux ? Non, il est dans son rôle d'assumer tout ce qui fait la globalité d'une responsabilité de président, la cohérence d'une action. Donc tout peut être dit ? Oui, je pense qu'il a décidé de dire que tout pouvait être dit et que tout pouvait être compris. Et que la dureté de la fonction de président de la République, c'est d'avoir une amplitude de décision à prendre dont toute relève du mandat que lui ont confié les Français, assurer le devenir de leur pays, assurer la sécurité de ceux qui y vivent, et il montre la difficulté de la tâche. Et il ne gêne pas les services secrets français ? Non, je ne pense pas qu'en faisant cela, on gêne le moins du monde les services secrets français. Au contraire, on met en valeur le travail que nous faisons aujourd'hui dans la communauté internationale et le travail, Caroline Roux, que nous faisons avec d'autres. Ça veut dire, Bruno Leroux, que vous avec d'autres, sous-entendu, d'autres. Ces cibles-là sont les cibles de la France, mais pas seulement, c'est ça que vous voulez nous dire ? Ce ne sont pas simplement les cibles de la France, ils veulent cibler aujourd'hui toutes les démocraties. Et quand nous faisons des opérations, nous les faisons avec d'autres, en liaison avec d'autres. Et quand le président communique sur ces opérations-là, il demande son avis aux autres puissances internationales qui sont engagées avec nous ? Mais ça, je ne sais pas les processus. Mais quand le président assume aujourd'hui tous les moyens dont nous disposons pour faire face au terrorisme, je le soutiens, bien entendu. Vous assumez tout, Bruno Leroux, de ce livre-là, au nom de l'amitié, de l'admiration que vous avez pour François Hollande. Pas au nom de l'amitié. Au nom de quoi, alors ? Au nom de la défense de ce que je crois. Quand on attaque le président de la République de façon démesurée, en prenant un propos sur lequel je peux avoir des interrogations, c'est toute la question de la légitimité de son action que l'on pose. C'est toute la question du travail que je fais, moi, comme responsable de la majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que je me bats. Pas pour François Hollande, pour l'action que je mène depuis 5 ans, point par point, qu'il explique dans ce livre, et sur lequel il y a un bruit démesuré et sans rapport avec l'objet du bouquin. Est-ce que les députés socialistes sont raccord avec vous ? Ils sont, Sincèrement, Bruno Leroux, après la publication de ce livre, au bout de 4 ans de quinquennat qui ont été quand même de mandats qui ont été particulièrement difficiles pour le chef de l'État, combien aujourd'hui sont prêts à dire je signe de nouveau derrière François Hollande ? Une grande partie, mais en même Une majorité ? Oui, une majorité, bien entendu, une majorité, Caroline Roux. Mais en même temps, il y a les interrogations. Et la plupart des députés que j'ai eu encore au téléphone, nombreux... Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Mais ils me disent qu'ils ont lu dans la presse et qu'ils se demandent pourquoi et à quoi ça sert et pourquoi. Et donc c'est pour cela qu'il va falloir que le président continue à dire
qu'il n'a jamais été, depuis le premier jour, épargné. Tout a été mis en cause dans son action en illégitimité. Et donc qu'il veuille expliquer ce qui est l'action d'un président de la République. Et donc je le dis aux députés socialistes, comme je le dis aux autres, et sans faire de la publicité pour un livre, mais il faut le lire. Il ne faut pas lire simplement quelques feuilles d'un livre qui retrace une action et la cohérence d'une action. Le président de la République sera en Florange aujourd'hui. Est-ce que c'est un succès du quinquennat Florange? Oui, c'est un succès du quinquennat. Il avait pris 2 engagements. Sauver le site a été sauvé. Qu'il n'y ait pas de plan social, il n'y a pas eu de plan social. Qu'il y ait des investissements, il y a eu plus d'investissements que ceux qui étaient annoncés. Qu'il y ait des emplois créés, il y a eu plus d'emplois créés avec des embauches en 2015 et en 2016. Donc oui, pourquoi est-ce que ce nom résonnerait comme étant une défaite alors qu'aujourd'hui on inaugure un centre européen pour les aciers nouveaux? Je vous écoute très attentivement depuis le début de cette interview. J'ai le sentiment que vous pensez qu'il y a une forme d'injustice à l'égard de François Hollande. Injustice des Français, injustice des journalistes, injustice de la classe politique. Non, pas injustice. Il y a très certainement une forme d'incompréhension. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous avons participé à cela avec les critiques qui venaient de notre propre camp. Mais j'essaye de me déplacer. J'étais encore samedi soir dans les Vosges, à Bulgnéville. Je rencontrais 300 personnes. J'ai rencontré plusieurs dizaines de personnes qui étaient parties à la retraite à 60 ans parce qu'elles avaient commencé à travailler tôt sur des travaux pénibles. Celles-là, elles savent ce qu'elles doivent au président de la République et je peux en trouver des centaines et des milliers de personnes. Alors comme les cela. retraités, justement, il y a 2 sujets à trancher ce matin, si vous le voulez bien. 64 députés socialistes vont déposer un amendement dans le cadre du projet de loi finances de la sécurité sociale. Ils sont favorables, au fond, pour que les retraités soient de plus en plus nombreux à bénéficier du taux de la CSG à taux zéro. Je vais y arriver. Est-ce que c'est une mesure que vous soutenez? En tout cas, je soutiens la réflexion sur la mesure avec le gouvernement et je le dis depuis maintenant plusieurs mois, dans la redistribution que nous faisons depuis maintenant 3 ans au niveau impôt pour les Français les plus modestes, les retraités ne peuvent pas en être exclus. Il faut trouver une mesure pour le pouvoir d'achat des retraités. Et si ça peut être celle-ci? Mais celle de la CSG me semble une piste particulièrement intéressante, qui coûte cher, donc il faut voir avec le gouvernement 470 millions d'euros. Oui, comment nous la finançons dans le cadre de la réduction des déficits qui doit se poursuivre, mais c'est une mesure que je trouve intéressante et l'objectif, je le partage totalement. Un autre sujet, Ségolène Royal prend le contre-pied de Manuel Valls sur Notre-Dame-des-Landes, considérant qu'il vaut mieux, dit-elle, arrêter les frais. Alors on arrête les frais ou pas? Qu'est-ce qu'on fait à Notre-Dame-des-Landes? Non, je ne comprends pas. Ségolène Royal prend le contre-pied de la démocratie, qui s'est exprimée à plusieurs reprises. Et donc je ne comprends pas cette position. Quand il y a eu un référendum, on respecte ce référendum. On n'est plus sur un débat politique aujourd'hui. Les habitants de ce département ont tranché. La justice a tranché. Et donc quand il y a des propos comme cela, on ne revient pas sur la parole du Premier ministre. À quoi joue Ségolène Royal? Je ne sais pas. Mais on ne revient pas et on ne joue pas avec la démocratie. Merci Bruno Leroux. C'est à vous, William. Ah, qu'il est laid, le débilo, c'est beau, débilo, s'il est un débibos. Ah ben là, on n'avait pas de choix, hein, ça concerne le lait. Donc il n'y a pas beaucoup de chansons qui pouvaient répondre à cette chronique. On vous l'avait annoncé avec Isabelle Martinet. Ben, ça y est, je veux parler de la première marque initiée par des consommateurs. Et on doit cette idée à monsieur qui faisait, vous vous souvenez à l'époque, les gueules cassées. C'était les fruits qui n'étaient pas de la bonne couleur, qui étaient un peu de travers, ils n'étaient pas franchement ronds. Et ben c'est lui qui a eu cette bonne idée. Et il s'agit du lait. Alors expliquez-nous assez simplement de quoi il s'agit. Il s'appelle Nicolas Chaban, effectivement, on le suit depuis le début. Les gueules cassées, vous connaissez le principe, c'est vendre des fruits et légumes un peu moches, aussi bons que les autres et moins chers. Ça, c'était l'idée. Aujourd'hui, il va plus loin. Ça fait un certain nombre de mois qu'il travaille sur ce concept qui consiste à créer une marque de consommateurs. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour des produits grande consommation, très grand public, aujourd'hui, c'est le consommateur qui va choisir un certain nombre de critères et en fonction de ces critères, on va lui produire son produit. L'exemple, le tout premier exemple de cette marque de consommateur, c'est intéressant, c'est le lait. Le lait, on le sait, aujourd'hui, les producteurs vivent très mal. Quand je dis le lait, c'est le lait de grande consommation, le demi-écrémé, longue conservation, qu'on a tous dans notre réfrigérateur. Or, il s'avère qu'on a en France des producteurs qui veulent continuer à produire un lait de qualité, que ce lait de qualité a un coût, et que forcément, comme le cours mondial du lait s'est effondré, eh bien, les industriels ne peuvent plus payer le lait à ce juste prix. Donc, consultation auprès des consommateurs, 7000 réponses en un temps record, une dizaine de jours, parce que le lait, oui, mais quel lait, quelle qualité, que doivent manger les vaches, quel prix êtes-vous prêt à payer? Ça, c'est demandé aux consommateurs. Ça, c'est demandé aux consommateurs par Nicolas Chaban. Donc, c'est un cahier des charges, donc. Un cahier des charges. Un lait comme ça. Que choisissez-vous? Quel lait voulez-vous voir arriver en rayon? Les consommateurs, 7000 en 10 jours, ont répondu.
Et le premier critère, c'est on veut que les producteurs puissent vivre du lait qu'ils produisent et qu'ils vont nous mettre en rayon. On veut un lait de qualité, on veut que la vache aille bien, que tous les soirs la marguerite ait le bisou du producteur, etc. Et on a un distributeur qui a acheté, qui a pris ce concept, et ce lait arrive aujourd'hui en magasin, 1 millier de magasins en Rhône-Alpes et en région parisienne, et début novembre dans 5200 magasins sur toute la France. Donc c'est une très belle histoire. Nous nous sommes rendus en Bresse, nous avons rencontré notre ami Nicolas Chaban, évidemment. Nous sommes allés chez un éleveur, et nous avons rencontré aussi le distributeur, et la boucle est bouclée. Regardez. On a dit aux consommateurs, on peut faire un produit, une brique de lait, qui serait équitable. Vous allez naturellement pouvoir voter. Il y a 7 questions clés. Ça va de la rémunération du producteur. Combien êtes-vous prêt à mettre dans le prix du lait, en sachant qu'un producteur, naturellement, doit vivre de son métier. Mais également, est-ce que c'est important pour vous que l'alimentation animale soit évidemment saine, garantie sans OGM, le bien-être animal, est-ce que les vaches vont être sans arrêt dans une étable, est-ce qu'elles vont voir la nature? 7 questions précises qui, en 1 mois et demi, ont fédéré 7000 réponses de consommateurs, ce qui était une belle surprise pour nous. Et on est arrivé à un lait qui était le lait que souhaitaient consommer les consommateurs, avec une rémunération améliorée pour le producteur. La bonne nouvelle, c'est qu'on a pu le faire pour le lait, on pourra le faire pour tous les produits. Le consommateur, c'est quand même le patron d'un système. S'il achète un produit, il y a un succès. Alors, au lieu d'acheter un produit dont on ne sait rien, on va, avant la sortie du produit, tous ensemble décider de comment il sera fait. Nous étions 51 exploitations, nous vendions le lait à 220 € tonne, à un prix mondialisé catastrophique. 20 exploitations risquaient de courir à la perte, voire au dépôt de bilan à l'automne. Il nous fallait trouver des solutions pour vendre notre lait de qualité sur le marché national. Ce projet, il est viable s'il y a le consommateur, effectivement, c'est lui qui achète. L'embouteilleur, il faut bien stériliser le lait, le rendre disponible à la grande distribution, et le distributeur qui le mettra dans les rayons et qui joue le jeu. Ce qui m'a séduit dans ce projet, c'est d'impliquer le consommateur à la création d'un produit et de modifier le mode de collaboration avec les industriels et évidemment les producteurs. On a l'habitude d'avoir des produits marketés. Donc ce produit-là, finalement, c'est le client qui l'a marketé. Et c'est lui qui s'est engagé à l'acheter aussi. Donc la réussite finalement de ce produit, elle est entre les mains du client, du consommateur. C'est un tout petit peu plus cher que ce que vous payez actuellement pour mais une autre qualité, une meilleure qualité. C'est le même prix qu'un lait de qualité, mais c'est un peu plus cher qu'un lait entre guillemets bas de gamme qu'on va aussi trouver en magasin. Bon. Mais les vaches n'ont pas eu la même vie. Voilà, il faut bien le savoir. Et l'agriculteur non plus. Et l'agriculteur, mais vivre, absolument, il va pouvoir vivre. Et donc, ils sont sociaux. Et nous, on n'est pas lésés parce qu'on a un bon lait. Et nous, on a un lait qui est bon et qu'on a choisi et qui correspond à nos attentes. Et ils sont sociaux aujourd'hui au Salon international de l'alimentation pour dédicacer leur brique de lait, nos amis producteurs. Ils sont venus exprès. Merci beaucoup. Là, mettez... Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Ou tu veux ou tu veux pas. Ça vous dit quelque chose peut-être? Nous en avons déjà parlé ici même. C'est un phénomène qui touche, quoi, on va dire les 30-40 ans majoritairement. Et les 50 aussi. Ah, un peu les 50. Et qui bouleverse les codes sentimentaux, si tant est qu'il y en avait. Alors vous savez, c'est les applications sur smartphone qui permettent de localiser, de géolocaliser une personne du sexe opposé ou même du même sexe. Ça permet de se rencontrer rapidement, après sélection sur photo. Mais ces applications de rencontres se sont multipliées là en l'espace de 2 ans, quoi. En l'espace de 2 ans, tout a commencé en 2012 en fait. Au début, c'est la communauté gay qui a lancé la mode avec une application qui s'appelait Grindr et des gens se sont dit tiens, pourquoi pas créer une application
application pour les hétérosexuels et ça a été Tinder. 2012, 4 Américains ont créé l'appli et aujourd'hui, elle est cotée en bourse. 60 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est dire le phénomène. Alors comment ça marche, hein? C'est rapide, une fois qu'on est 60 inscrit. millions, c'est-à-dire que si c'est en réseau dans le monde entier? C'est en réseau, mais vous êtes géolocalisé. Vous donc vous appuyez sur votre truc, choisissez et vous avez 59 millions et quelques de gens qui peuvent répondre. De possible, mais comme c'est géolocalisé, c'est forcément autour de vous. Ah, alors, ils ne sont pas tous à côté. Une fois que vous êtes inscrit, il suffit juste de dire ou non à des gens si vous êtes intéressé par leur profil, par leurs photos. Ça match, c'est-à-dire ça peut coller entre vous, vous prenez rendez-vous et vous vous rencontrez très facilement. Il y a juste la photo. Il y a juste la photo. Il n'y a pas un CV, un descriptif ou quoi que ce soit d'autre. Alors maintenant, il y a des professionnels qui vous font un profil, qui vous font un CV pour être un peu plus appétissant et pour être plus vendeur. Il y a un vrai marketing aujourd'hui qui se développe autour de ces applications pour vous mettre en vedette, pour vous mettre en lumière, pour être le plus bankable, comme on dit, possible. Alors c'est ludique, on a quand même l'impression d'être dans un grand supermarché de la relation. Oui. C'est du sexe, hein? Alors certains y cherchent du sexe, d'autres y cherchent l'amour. Oh. Et oui, ça arrive Là, aussi. Quel endroit pour chercher l'amour, D'où non? quelques désillusions quand même et quelques dérives possibles. L'avis d'une psy qui a écrit un livre récemment là-dessus. Avant, l'amour, c'était rare. On cherchait la perle rare. Et aujourd'hui, on pourrait dire qu'on cherche une aiguille dans une botte de foin. Quand on a une application comme ça, on a la sensation que quand on choisit quelqu'un, il y en a toujours 10 ou 15 qui nous attendent derrière et que peut-être on rate quelqu'un de mieux. Ça désenchante énormément l'amour puisque ces applications, elles sont calées sur le marché et sur la consommation. Donc l'idée, il faut bien comprendre que pour qu'elles fonctionnent, ces applications-là, ils n'ont aucun intérêt que les gens se rencontrent et soient heureux et tombent amoureux. Ils ont plutôt intérêt que les gens consomment de l'autre et on est arrivé à un système dingue où les uns et les autres se retrouvent sur un système de consommation humaine, quoi. Le risque principal, c'est certainement l'addiction. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur une application comme ça paraît tellement facile. On a tellement l'impression, et en particulier peut-être plus pour les garçons que pour les filles, qu'on peut se faire un magnifique tableau de chasse, qu'il est très très difficile de lâcher ça, parce que ça pousse dans un travers de la nature qui est une sorte de collection, l'idée de séduire le plus de monde possible. It's just me, myself and I, solo ride until I die, 'cause I got me for life. Yeah. Alors l'arnaque de ces applications, c'est de vous dire qu'ils vont vous vendre de l'amour. En réalité, ils vous vendent du contact, de la relation et de la relation facile puisque vous savez que l'autre, au moins vous n'allez pas prendre une gamelle, vous savez que l'autre, elle est là pour la même, ou il est là pour la même raison. En revanche, si vous voulez trouver l'amour, c'est beaucoup plus difficile parce que l'amour, c'est pas quelque chose d'instantané. C'est quelque chose qui nécessite du temps, qui nécessite que vous consacriez à quelqu'un, que vous passiez suffisamment de temps avec la personne pour que quelque chose naisse. Il peut y avoir un coup de foudre ? Je pense qu'avec ces applications, c'est très peu probable que vous ayez un coup de foudre. Parce que vous êtes dans le fantasme, vous rencontrez quelqu'un, vous avez simplement sa photo, vous fantasmez pendant quelques échanges, etc. Et après, vous passez à ce que nous, on appelle l'épreuve de la réalité. Et dans l'épreuve de la réalité, d'un seul coup, la personne, elle est obligatoirement décevante. Pour qu'elle ne le soit pas, il faut que vous arriviez à vous reconnecter sur son esprit et donc que vous passiez du temps avec elle. Et en général, on ne fournit pas de temps. On est d'accord avec la psychologue, c'est pas très romantique tout ça. Alors c'est plus du tout romantique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'amour unique. Et le romantisme, ça met en valeur l'amour unique. La relation, là, devient quand même une marchandise. On zappe en 5 secondes. Face à l'offre très très abondante de candidats, bien, on pense qu'il existe toujours un candidat plus intéressant. Et le travers, il est là. On veut du toujours plus, du toujours mieux. Cette offre augmente notre niveau d'exigence et ça crée d'éternels insatisfaits. Donc aucune relation ne peut nous satisfaire parce qu'on rencontre quelqu'un, ça matche un petit peu, on fait une relation en 3-4 semaines. Vous appelez matcher, ça veut dire ça colle. Ça colle, il y a un point de rendez-vous, il y a une convergence, on se dit tiens on se rencontre et on commence une relation. Mais ce qui se passe c'est que pendant que vous entamez une relation, vous êtes toujours branché sur application et il y a d'autres candidats qui arrivent et on se dit tiens peut-être que celui-là ou celle-là elle est mieux. Les yeux, la démarche, l'élocution, la façon de s'habiller, etc. Pardon ? Il faut le rencontrer pour ça. Oui, il faut le rencontrer. Parce que sinon, mais c'est que la photo, on est bien d'accord. Exactement. Une fois que vous êtes en relation, vous pouvez être attiré par d'autres gens qui continuent à vous géolocaliser et être dans des relations, des CDD permanents pour toujours avoir mieux, toujours avoir plus. Alors, si on parle de l'amour 2.0, vous imaginez... Alors, si on parle de l'amour 2.0, vous imaginez bien que Julia du web, sur le web, il se passe des choses incroyables. Il y a du nouveau dans ce domaine-là ou ça va, on stagne ? Non, il y a toujours du nouveau. Plus de 2000 sites de rencontres qu'on peut trouver sur Internet. Alors, imaginez, il faut innover, puis il faut être original. Alors,
Là, moi, je vous ai fait une petite sélection de sites qui vont vous proposer d'autres choses. C'est-à-dire que vous allez faire des rencontres en vous amusant, en stimulant votre créativité, en apprenant des choses, voire même en faisant du sport. Regardez, on démarre avec ce site qui s'appelle Playme. C'est un jeu, un quiz pour faire des rencontres. Alors du coup, là, les questions qu'on va échanger avec la personne en face, c'est pas tu fais quoi, quelle est ta couleur préférée, qu'est-ce que tu aimes dans la vie. C'est des quiz. Vous allez vous opposer sur des questions de culture générale et voir si ça match ou pas et comment vous participez au jeu ensemble. Oui. Pour faire du sport, vous avez Run to Meet. Alors là, c'est pareil, ski, footing, piscine. Vous allez vous rencontrer, faire des rencontres tout en faisant du sport, en sortant de chez vous. C'est un truc de sportif. Bien sûr. Et alors, vous en avez un autre qui a choisi d'innover sur un truc sur lequel encore on n'y avait jamais pensé. C'est assez étonnant, c'est la voix. C'est-à-dire qu'il base tout sur la rencontre, sur la voix. Présentation vocale des célibataires. Toute la séduction, c'est la voix qui est au cœur de ce site. Vous enregistrez votre profil, on vous entend et on vous choisit en fonction de ça. Et je termine avec un que j'aime beaucoup, il s'appelle mondada.fr. Vous avez une passion, quelle qu'elle soit. Alors les animaux, les jeux de cartes, les jeux vidéo, l'ésotérisme, j'en passe. Et ben vous allez trouver quelqu'un qui a la même passion que vous. Mais le but du jeu, c'est quand même d'avoir le slip sur la tête, quoi, pour faire ça. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais c'est plutôt bien résumé. Il y a des leurres, le slip, le soutif, comme vous voulez. Oui, c'est ça, parce qu'on a beau dire là, vous aimez le macramé, moi aussi. Bon, allez, hein? Avant ou après le macramé? C'est avant, après, c'est pas... Bon. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces précisions. C'est très bien, les filles. Bon. Ah ouais, vous parlez anglais? Oui, bon. Oui. Je m'en fous, mais allons-y quand même. C'est ça l'idée. Ouais. Vous êtes passionné par les abricots en France? C'est cette vieille histoire, parler anglais. Là, c'est pas le slip sur la tête, là. Hein. C'est Ken Loach. Alors, c'est autre chose. C'est un réalisateur qui a obtenu, s'il vous plaît, tenez-vous bien droit, la Palme d'Or au Festival de Cannes de cette année. C'est un réalisateur célèbre, on peut le cataloguer comme le réalisateur social par excellence engagé, en Europe. Même, on pourrait même dire humaniste, puisque c'est le grand défenseur des laissés pour compte, des opprimés. Plus généralement, Ken Loach aussi, de la classe ouvrière. Anglaise, hein. 80 ans, une trentaine de films, 6 fois primé à Cannes, et il rejoint le club très sélect des doubles palmés. Des palmés, ils sont que 8, hein. Comme les frères Dardenne. Comme les frères Dardenne, absolument. Alors, lors de son discours à Cannes cette année, la Palme d'Or à la main, Ken Loach a rappelé que le cinéma se devait de pointer du doigt les injustices générées par les pratiques libérales de plus en plus grandissante et impitoyable. Alors, ce film-là a conquis la critique internationale, ému aux larmes, c'est vrai, les festivaliers, en racontant, donc ça s'appelle Moi, Daniel Blake. Daniel Blake, dans le film, c'est un menuisier sexagénaire qui, suite à des problèmes de santé, va faire appel pour la première fois de sa vie aux services sociaux. Et il va vivre une situation assez aberrante, c'est-à-dire que le corps médical lui interdit de travailler et en même temps, les services administratifs décrètent qu'il n'est pas assez malade pour percevoir une pension d'invalidité. Donc, bienvenue dans les dédales des services administratifs britanniques. Et il faut dire que ce Daniel Blake va aussi se lier d'affection dans son parcours de galère avec une jeune mère célibataire, 2 enfants, qui elle aussi éprouve des difficultés. C'est un film qui vous secoue, vous sortez de là, vous êtes très en colère, vous êtes ému aussi. Mais c'est pas que ça, c'est pas un documentaire. Non, c'est pas un documentaire. Pôle emploi anglais, hein. Vous êtes ému. C'est pas que ça. Non, la toile de fond est très dure, mais là, il rencontre une jeune femme qui est dans le même état de galère que lui. Donc tout cela est extrêmement émouvant. On pourrait dire que c'est son meilleur film, et on pense que c'est son dernier film. Ken Loach était là, nous l'avons rencontré. Neil, okay. Hello, Mr. Loach. Hello. You must continue to look for work, or your benefit payments will be frozen. There must be some mistake. If you've been deemed fit for work, your only option is job seekers allowance. Well, I want to appeal. C'est la deuxième fois que vous recevez une Palme d'Or et vous devez vraiment être fier, Ken Loach, parce que ce film est essentiel. C'est un film qui a vraiment un rôle à jouer. Je pense que n'importe quel réalisateur est heureux d'aller à Cannes et en plus de revenir avec une Palme d'Or.
Mais le plus important, c'est l'histoire que l'on raconte. Ici, le film traite de la stupidité de la bureaucratie à laquelle on a tous été un jour ou l'autre confrontés. I'm going to have to ask you to explain to you a situation and you don't care. I've got about 12 quid in my purse. Do you know what? You've created a scene, all right? Jesus Christ! Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. This isn't your concern. I want you to get out as well. Est-ce que vous pensez que le cinéma peut changer le monde? Le cinéma pose des questions. Il peut faire en sorte de changer ton point de vue. Mais bien sûr, c'est à nous de changer le monde quand on sort de la salle. You've done nothing to be ashamed of. You're alone with 2 kids. You've done amazing. Cette histoire n'est pas une histoire vraie, mais vous nous expliquez que des Daniel Blake, il y en a partout dans le monde et spécialement en Europe. Oui, bien sûr. Par exemple, l'année dernière, la Banque alimentaire a servi plus de 1 100 000 repas. Vous vous rendez compte? C'est un chiffre incroyable. Quel échec de cette politique économique. Et en plus, l'idée cachée derrière, c'est de dire que si vous êtes pauvre, c'est de votre faute. Si vous n'avez pas de travail, c'est de votre faute. You could lose everything. Well, I'm not gonna give up. When you lose your self-respect, you're done for. On vous sent très en colère avec ce film. La politique actuelle est basée sur l'économie de marché, ce qui permet à un petit pourcentage de gens de devenir très riches, à la grande majorité d'être dans l'insécurité et le reste dans une extrême précarité. C'est un système basé sur l'inégalité. Un dirigeant d'une grande entreprise peut gagner en 45 minutes ce qu'un employé gagne en moyenne en une année. Vous vous rendez compte? En moins d'une heure. Et en parallèle, la presse, la télé, essaient souvent de diviser les gens. Ils font passer l'idée que si vous avez un problème, c'est à cause du mec au coin de la rue, ou de la personne qui a une couleur de peau différente et qui vous prend votre travail. Alors que les médias, au contraire, devraient dire que le problème de l'inégalité sociale vient justement de ce système économique actuel. C'est de là devient le problème. Thank you very much. Et bravo, bravo. 80 Touron. Alors ça sort mercredi dans 10 jours, très joli. Pour l'heure, ne loupez pas ce mercredi. Qu'est-ce qui se passe mercredi? C'est les vacances de la Toussaint. Oui. Il y a une petite bombe de film qui s'appelle Ma vie de Courgette, qui partout où il est présenté rafle tous les prix. Courgette, c'est qui? C'est ce petit garçon qui ressemble à une pâte à modeler avec les cheveux bleus. C'est le surnom que sa maman alcoolique lui a donné. Courgette est dans un foyer pour enfants, un orphelinat, et on va suivre les aventures de Courgette, qui va avoir une amoureuse, qui va aussi connaître la cruauté qu'on peut connaître dans les cours d'école. C'est drôle, c'est émouvant, c'est tendre. C'est une petite bombe. D'où ça vient, Ma vie de Courgette? C'est français? C'est absolument, ouais. c'est réalisé par un Français et c'est adapté d'un roman dont j'ai oublié le nom. Mais le plus important, c'est que je vous dise que c'est bien mercredi. Voilà. Merci beaucoup. Petit, tout est minute dans notre vie. Je ne sais pas si vous êtes concerné par ce parc-là, parce que c'est un parc miniature. Ça peut peut-être vous intéresser, surtout pour les plus petits. Il s'agit de France Miniature. Alors on se dit comment faire le tour de notre si beau pays que tout le monde veut visiter. Eh bien c'est très simple. Il y a un parc. Et sur 5 hectares, donc en une demi-journée, vous allez pouvoir visiter 107 monuments. Vous avez bien entendu, 107 monuments de notre beau pays qui sont entièrement représentés. Alors attention, ils sont représentés aussi dans la géographie du pays. C'est-à-dire que vous allez à un moment donné vous retrouver dans le nord, très rapidement vous allez aller dans l'est. Et puis alors, tout autour, on a mis des bassins, on a mis des rivières, on a respecté la topographie. Et il y a la Corse. Alors évidemment, pas avec l'échelle de la Corse, parce que sinon, elle aurait été en dehors du parc. Donc on a truqué un peu comme nous quand on fait dans les cartes météo. On a truqué l'échelle pour avoir la Corse. Et vous avez tous ces monuments qui sont là, et vous pouvez voyager dedans. Et il y a une nouveauté cette année. Vous allez pouvoir participer à Fort Boyard. Pourquoi Fort Boyard, me direz-vous? Tout simplement parce que Fort Boyard, au départ, c'est un monument. C'est un véritable fort qui existe en France. Et donc, à Angoulême, il y a Fort Boyard, le vrai. Donc, vous pouvez voir, lorsque vous êtes à France Miniature, vous dites, mais c'est quoi ce petit truc? Ah, c'est Fort Boyard. Donc, du coup, ce petit truc est devenu un gros... les enfants, ils vont reconnaître ça assez facilement. Ah, là, non seulement ils vont reconnaître, mais surtout, vous allez voir, vous allez pouvoir jouer à Fort Boyard comme si vous étiez... Mais c'est pas trop petit? Ah non, pas du tout, parce que tout est petit, sauf le dernier atelier de Fort Boyard, où là, vous êtes dans le grand. Ah, d'accord.
On attaque par la Tour Eiffel. Il a fallu un hélicoptère pour la déposer ici. 18 mois aux maquettistes pour la réaliser, alors qu'il a fallu 21 mois pour construire la vraie. Comment ça se fait? Les maquettistes, ils étaient 5, alors que dans le cas de la vraie, il y avait entre 150 et 300 ouvriers. Sachant que dans le parc de France Miniature, tous les monuments sont réalisés au 1/30e. Et que la Tour Eiffel, en vrai, elle fait à peu près 300 mètres. À votre avis, combien mesure celle-là de hauteur, hein? Allez, vous avez 10 secondes. Et bienvenue ici au Stade de France. Ça, c'est un stade énorme. La grosse difficulté, ça a été de peindre les spectateurs un par un. Vous imaginez 50 000. Bon, à un moment donné, ils en ont eu un peu marre, donc ils sont pas peints, ceux-là. Mais regardez, l'ouvrage en lui-même occupe exactement la superficie de la place de la Concorde. Vous me croyez pas? Regardez. Démonstration. Alors là, il faut surtout pas écraser Zizou. Et on va se retrouver place de la Concorde. Et voilà, exactement le même espace qu'occuperait le Stade de France. Bon, c'est pas sûr que les voisins soient tout à fait d'accord avec le déplacement. Tadam! Voici le Mont Saint-Michel, avec l'archange là-haut qui est doré à leur fin chaque année par les maquettistes. Alors comment font-ils? Puisqu'ici, c'est toujours marée haute. Mais il y a un petit passage secret. On croit qu'il y a de l'eau, mais en fait, il y a un petit passage pour les maquettistes. Je vais pas vous dire où c'est, non. Non. Après, vous allez envahir le Mont Saint-Michel. Tiens, d'ailleurs, vous savez quel est le souvenir le plus vendu au Mont Saint-Michel, hein? Eh ben, c'est la Tour Eiffel. Eh oui. Et voici Carcassonne. Alors, pendant 5 ans, Charlemagne essaye d'envahir cette cité. Mais regardez, les remparts sont épais, donc il n'y arrive pas. Et du coup, Dame Carcasse, elle est contente. Donc, elle va sonner la cloche. Carcassonne. Eh ben oui, c'est pas un jeu de mots, c'est de l'histoire. D'ailleurs, Dame Carcasse se cache ici sur un des remparts. À vous de trouver où. Moi, je l'ai repéré, Dame Carcasse, elle est en train de se prendre un petit cassoulet, là, tranquille. Elle n'est pas du tout sur les remparts. C'est les carambistouilles qu'on a racontées aux Parisiens. Et pour terminer, alors là, c'est plus France Miniature, c'est pour de vrai, vous allez pouvoir jouer à Fort Boyard, avec le siège de Père Fouras, la salle du conseil et surtout le combat de coton-tige. Tu vas voir. Allez, viens là, galopant. Voilà, c'est tout ça que vous pourrez faire ici. Des miniatures et du... C'est quoi le contraire de miniature? Maxiture? Mon premier est télé, mon deuxième est matin. Que suis-je? Facile. Enfin voilà. J'ai compris l'idée. Laissez-moi sortir! Et peut-être la salle du conseil. Hein. C'est Benjamin Button. Élancourt. Dommage que vous n'avez pas regardé finalement. Oui, j'aurais pu. Benjamin Button. C'est à Élancourt dans les Yvelines. Vraiment c'est à combien de Paris, quoi? Oh, c'est à peu près à 45 minutes de Paris. D'accord. Mais c'est surtout destiné aux autres, justement, à tous ceux qui voudraient visiter la France et qui vont se rendre à Paris. Vous passez par Élancourt, France Miniature. Là, je vous garantis le succès pour les petits et les grands. Merci beaucoup, madame. Ça me donne une idée, c'est très bien. Alors, c'est une bonne idée, non? Ouais, maman. ouais. On revient, parce qu'on est là jusqu'à 9h25. Vous aussi, j'espère. Place à l'actualité du spectacle vivant et du théâtre en particulier. Avec Jean-Philippe Viau, nous avons choisi de vous proposer ce matin des extraits pour décompresser de comédies intelligentes et qui, sans aucun doute, devraient plaire au plus grand nombre. Eh bien oui, les pièces qui suivent sont 2 comédies détentes auprès desquelles chacun trouvera son bonheur si on aime rire sans se prendre la tête, bien sûr. La première d'entre elles se déroule au Théâtre Antoine, c'est Peau de vache, écrite en 1975 par les célèbres pros du théâtre de boulevard, Barillet et Grédy. Michel Faux, adepte du genre, enseigne la mise en scène et l'inimitable Chantal Latsou en joue le rôle titre. Méchanceté et langage fleuri sont évidemment à l'affiche. Tiens, pas plus tard que l'autre jour, j'ai surpris un gosse de 5 ans qui faisait un dessin obscène sur la porte du garage. Je fiche mon billet que si j'étais au gouvernement, il n'y aurait pas de contestation dans les maternelles. Voilà, je foutrais tout ça dans les mines de sel et ce serait pas long. Ah, notre doux pays manque de mines de sel. Oui, mais en creusant bien. C'est une femme qui est très amoureuse de son mari, je crois, en fait. Lui est un violoncelliste célèbre. Elle s'occupe de sa carrière. Et elle passe pour une femme, une terreur. Arrive une jeune journaliste qui va provoquer une crise très grave. Oh, c'est si récent. Mes dernières blessures sont à peine cicatrisées. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous n'êtes pas avec lui? Il passe tous ses week-ends avec sa femme. Elle a marié, mais n'en manquez pas une, voilà. Ce sont des personnages en crise. Ils vivent un peu en parallèle.
Et ils avancent dans la vie sans vraiment se regarder. Ils veulent tous avoir raison. Ils vivent comme ça, frénétiquement. Et il faut les jouer comme ça, de cette façon un peu violente. Avant, j'étais tendu sur la défensive, toujours ruminant une saloperie. Et maintenant, regarde comme je suis. Ah, relâché complètement. Complètement détendu. De relax, Max. C'est une comédie parce que ça finit par être drôle. Ce personnage qui est très méchant, qui dit ce qu'elle pense à tout le monde, qui a sa façon de parler, qui cache, qu'on va balader tout le monde, eh bien, elle devient drôle. Non, mais c'est des gens magnifiques, des gens formidables, c'est deux caricatures, là. Oh, vous êtes des salauds, vous êtes des hypocrites, vous êtes des cons, voilà. Au Théâtre Édouard VII, c'est la nouvelle création d'un autre duo tout à fait dans le vent que l'on découvre ici au travers de Tout ce que vous voulez, une comédie imaginée par les habiles Delaporte et de la Patelière, auteurs à succès révélés par la pièce Le Prénom. Bérénice Bejo et Stéphane de Groot y jouent Lucie et Thomas, des voisins peut-être sur la même longueur d'onde, qui sait. Bernard Murat en signe la mise en scène. Une dernière question, et puis je m'en vais. Qu'est-ce que vous faites si vous n'êtes pas enseignante? J'écris. À qui? Et vous? L'enfance? Moi? Oh non, moi rien de spécial, moi. Rien de spécial. Non. Disons que si vous c'était Zola, moi c'était plutôt Spirou, vous voyez. C'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent et ne sont pas censées se rencontrer. Ils sont juste voisins. Et à cause d'une fuite d'eau, ils sont obligés d'apprendre à se connaître et de là va découler toute l'histoire de la pièce. Ma vie n'a plus aucun intérêt. J'ai eu du succès dans le monde entier. J'ai épousé un homme merveilleux. On habite un bel appartement. C'est horrible. Ah oui, ça c'est horrible, ça. Il est plutôt positif et elle est plutôt renfermée. Elle, c'est un personnage qui est assez solitaire, qui est assez froid. Elle pense que ça va trop bien pour écrire, en fait. Elle n'a plus d'imagination. Lucie, ça va pas Allez-vous-en! Attendez, Mais ne bougez pas! Foutez-moi le camp! Vous connaissez Bernard Slade? vous avez une liaison avec lui? C'est un auteur canadien de 86 ans. Mais tant qu'il n'est pas mort, c'est légal. Hein. C'est une façon de dire, voilà, ton inspiration, tu l'as toujours puisée autour de toi et encore aujourd'hui, tu peux le faire. C'est touchant, c'est drôle, c'est vraiment une comédie romantique, quoi. Vous inventez une liaison. Vous inventez une histoire qui devient l'histoire. L'auteur qui sauve sa pièce avec son couple avec sa pièce, son couple avec sa dame. Enfin, tout le monde sauve tout le monde. C'est pas très clair, mais c'est vachement efficace. C'est bien entendu, sans prise de tête, avec recul, humour et légèreté, que tous ceux qui aiment le théâtre de divertissement sauront apprécier ces deux sympathiques instants de détente. Que ce soit avec notre tonitruante Chantal Latsou dans Peau de Vache, ou bien alors avec les charmants voisins Bejo et de Groot dans Tout ce que vous voulez, eh bien il y a de toute façon pour chacun matière à choisir sa soirée théâtrale préférée. Voilà, bon spectacle à tous, très bonne semaine et à bientôt. Yes. Allez, les températures d'été vous ont inspiré? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les températures sont douces, donc allons nous promener en ce bel automne. Allons nous promener sous les arbres aux belles couleurs et profitons-en parce que je vois passer de plus en plus d'articles comme celui-ci. Là, c'est dans le Journal du Centre. Il y a des polémiques autour de réaménagement. Vous voyez, là, l'abattage d'une quarantaine d'arbres. Le titre dit « Est-ce qu'abattre 40 arbres, c'est à Nevers que ça se passe, pour en replanter d'autres est une bonne idée ?» Alors la réponse, je suppose, du journaliste qui a écrit ce titre est un peu dans sa question. Là, ce sont des tilleuls qui sont sous la menace de la tronçonneuse. Alors, en fait, c'est parce que quand on réaménage, vous voyez sur la photo, souvent lors des travaux, il est plus simple de couper pour replanter, mais évidemment on replante des arbres qui sont beaucoup plus petits et qui mettront des années à devenir aussi gros ça, que... c'est sûr. Voilà. Non, mais c'est le problème. Ils sont plus jeunes, quoi. Ils sont neufs, quoi. Là, il y a une polémique. Il y a une polémique avec les promeneurs qui disent, mais attendez, on va les couper, et puis combien de temps il faudra pour que... Alors que les... 30 ans. Minimum. On ne peut pas déterrer puis Ou alors on protège, parfois, mais oui, ça coûte plus cher. D'où cette polémique, donc dans le Journal du Centre. Mais ça n'est qu'un exemple, parce qu'il y a souvent ce genre de polémique dans les journaux régionaux. Donc là, allez sur le site internet du Journal du Centre. Également une reprise en main de la rue, enfin c'est toujours une histoire de promeneurs, là c'est dans l'Humanité qui nous parle des bibliothèques de rue. C'est organisé dans de nombreux quartiers populaires par l'association ATD Carmonde. Alors c'est très simple, il s'agit de proposer des livres en libre accès pour les enfants tout simplement dans la rue, dans un square, sous un parasol ou un parapluie selon le temps. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, aucun besoin de s'inscrire et vous savez que la lecture, la familiarité avec les livres, c'est un des premiers étages de la culture et de la réussite scolaire pour les enfants. Donc bravo à l'association ATD
l'écart monde. Et puis toujours avec les enfants, le même journal nous propose cette fois non pas des livres en libre accès, mais l'histoire en libre accès, exposition sur le Moyen-Âge à la Cité des Sciences de la Villette. Profitez des vacances de la Toussaint qui approchent pour emmener vos enfants. Voyez le titre, un autre Moyen-Âge est possible. Alors pourquoi ce titre? Parce que pendant longtemps, cette période, le Moyen-Âge était présenté aux enfants, notamment par les programmes scolaires, comme quelque chose de très sombre, un peu barbare. Or, c'est pas tellement ça. Les archéologues et les historiens reviennent un petit peu sur leur jugement. Ils ont changé leur façon de voir le Moyen-Âge. Donc allez à cette exposition avec vos enfants à la Villette à Paris. Et puis pour les plus grands, quoique c'est pour tous, le Figaro nous conseille l'exposition Shchukin. C'est un Russe, Shchukin. Alors il n'est pas connu, hein. Non. Non, c'est un collectionneur Mais alors, russe comme collectionneur, des années 1900-1910, pionnier de ce qui était à l'époque l'art moderne, son art contemporain à lui. Vous voyez à l'antenne des tableaux de Matisse, il y a également des Gauguin, des Picasso dans cette exposition. C'est la première fois que cette superbe collection est à Paris. Vous avez dit le nombre d'œuvres 150, 150, j'arrive, ah oui, oui. ouais, 150 œuvres, 158 même au total. Formidable. C'est à la fondation Louis Vuitton dans le Bois de Boulogne, à Paris aussi donc. Et l'article... On peut visiter le bâtiment aussi. Oui, le bâtiment en lui-même, faut le coup. Et l'article, il y a un grand article dans le Figaro, si jamais vous ne pouvez pas aller jusqu'à la Fondation Vuitton. Et puis, je termine par de la télévision. Le Parisien, aujourd'hui en France, nous dit de regarder ce soir un grand classique. C'est devenu rare. Aux heures de grande écoute, les grands classiques du cinéma français, ce soir à 20h50, c'est regarder La Belle Équipe, avec Gabin, Charles Vanel, célèbre film de 1936. Lundi dernier, il y avait déjà eu un autre Gabin, c'est un cycle en fait. La célèbre chanson, Quand on se promène au bord de l'eau, vient de ce fameux film. Film emblématique des années 30. Voilà. Exactement. Alors si vous ne connaissez pas, Il n'y a regardez. pas beaucoup d'animateurs contemporains qui connaissent cette chanson. Si vous ne connaissez pas, regardez, faites regarder aussi à vos enfants ce film, parce qu'il y a peu de grands classiques à la télévision. Oui. Et je termine juste d'un mot pour vous dire qu'à la télévision encore, le zapping, le célèbre zapping qui n'est plus sur Canal+, sera peut-être sur France 2. Regardez Libération, on va peut-être le récupérer, parce que comme Canal+ n'en veut plus et que nous on trouve que c'est très bien, alors il faudra que ça change de nom, parce que le nom est déposé, mais apparemment, c'est en train de se faire. D'accord, merci beaucoup. Alors, c'est une grande agence de publicité qui vient de s'installer dans un bâtiment industriel. Vous me direz, c'est pas franchement la première fois, ça, que ça arrive? Non, c'est vrai que c'est pas la première fois, mais la réhabilitation effectivement des bâtiments industriels, c'est un peu monnaie courante en ce moment. Mais là, c'est quand même dingue, parce que ce bâtiment industriel, c'était le bâtiment des magasins généraux. C'était donc destiné à des marchandises au bord du canal de l'Ourcq, vous voyez, dans le nord de Paris. Donc un bâtiment vraiment, je dirais presque agressif, tout en béton, mais avec une vue incroyable. Et c'est ce qui a plu aux dirigeants de cette agence de publicité, la plus grande en France d'ailleurs. Et ils se sont dit, tiens, on va passer du 10e arrondissement, où tous leurs salariés étaient installés. Donc autant vous dire, quand même, très content d'être dans ces lieux parisiens, et on va les emmener à Pantin. Sur le papier, bof. Mais en fait, Pantin, d'abord, c'est vraiment the place to be, donc l'endroit où il faut être aujourd'hui, puisque des grandes marques de luxe s'y installent, des créatifs, le quartier est rénové, et vraiment, vous avez une vue sublime. Vous avez un bâtiment qui s'est ouvert, et les dirigeants de cette agence de publicité ont vraiment repensé le bureau autrement. C'est ce que vous disiez, William, c'est-à-dire bureau libre. C'est-à-dire qu'ils ont visité d'autres bureaux qui sont dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire qu'on vient au bureau, on n'a pas son bureau. Les dirigeants n'ont pas leur bureau. Ils vont s'installer là où il y a de la place. Et on n'a pas tendance à s'installer toujours au même endroit, selon... Puisqu'on arrive toujours à peu près à la même heure, non? Oui, et puis on va chercher ses collègues. Oui, c'est-à-dire qu'on va chercher les gens avec qui on travaille. Donc les services sont quand même rassemblés. Mais il y a des salles de réunion. Il y a des salles où on peut prendre son téléphone parce que parfois au travail, il y a des choses privées aussi. On peut négocier des choses, surtout dans une grande agence de publicité, vous pouvez imaginer. Et l'ergonomie a été travaillée. Ils ont travaillé avec une agence de design. Je trouve ça très intelligent. Je trouve que c'est ce qu'il faut faire pour le bureau de demain. C'est pas étonnant, c'est une agence de pub. Ils ouvrent la voie, regardez. C'est un bâtiment qui est chargé d'histoire, qui a été important dans la vie industrielle de Pantin et qui a abrité pendant 15 ans plein de peintres, graffeurs de toute la région. Et il y a une caractéristique qui a l'air de rien mais qui est très importante, c'est son horizontalité. Ça crée des possibilités de circulation, de connexion qui sont impressionnantes et qu'on n'a jamais dans les tours.
Le bâtiment se présentait de manière un peu agressive et un peu fermée à tout, voire hostile, très sombre. Et donc on l'a complètement ouvert au centre. On a créé une rue très large, en bois d'ailleurs. Et c'est une rue qui connecte tout le bâtiment avec lui-même. J'ai une conception du design et de l'archi tournée vers l'utilisateur. Le design, pour le design, ça ne m'intéresse pas. Le design qui réfléchit à comment on travaille, dans quelle position et pourquoi ça accélère l'organisation, je trouve que c'est intéressant. L'idée, c'était de se poser la question, qu'est-ce que le design a à voir avec le travail ? Dans un environnement de bureau qui aujourd'hui se définit par plateau, les questions d'ergonomie sont des questions extrêmement variées. Elles peuvent aller effectivement du temps que l'on met à rejoindre tel ou tel type d'endroit, mais sur des plateaux de bureau, c'est relativement complexe. Mais elle peut aller aussi sur la manière dont on va s'asseoir. On a énormément travaillé sur le moment de la réunion. Comment, en fait, on peut retravailler dans des espaces qui sont plus nécessairement que des boîtes en verre, mais autrement, pour quel type de réunion, pour quel type de travail commun, etc. etc. Donc je ne crois pas qu'on ait fait toujours du beau pour le beau, mais par contre, on a essayé de faire à chaque fois du beau pour de l'utile. On ne voit pas pourquoi quand on arrive au bureau, on est puni, et quand on repart du bureau, tout d'un coup, la vie reprend. C'est pas ça la vie. L'image des agences de publicité, ils se disent « Ah, mais c'est normal, eux, ils font ça parce que ils sont différents, ils sont fantaisistes, etc. » Bon, c'est totalement faux, c'est totalement un cliché. N'importe quelle entreprise, dans d'autres secteurs, ont compris depuis longtemps que la conception du bureau et la conception de l'organisation avec l'architecture et avec le design pouvait être extrêmement accélérateur. Donc c'est pas du tout la pub, ah ils sont fous ces gens de la pub. Et en plus, ils sont combien là? Plusieurs centaines. 900. Ah, 900. Oui, ils sont 900. D'accord. Bravo. Ben, c'est un peu moins qu'ici, mais bon. C'est un peu moins qu'ici, voilà. Madame, Beau monsieur, bâtiment. Merci beaucoup. Télématin, ça continue.